Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h36, le grand débrief de l'actualité avec vous au 0826 300 300. On va revenir sur Bloc-Ontoux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, environ 200 000 manifestants, 2 fois plus quand même que ce qu'attendaient les services de renseignement. Est-ce que c'est un succès ou pas? Il y a eu beaucoup quand même aussi de violence. J'aimerais vous entendre dans un instant. 0826 300 300. On va en débattre aussi avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois. Juste quand même, parce que ça a été une information de la nuit, c'est tombé hier soir, cet influenceur américain conservateur, Charlie Kirk, proche de Donald Trump, soutien, et voix majeure de la jeunesse, parce qu'il s'adressait beaucoup à la jeunesse. Il a été abattu par balle lors d'une prise de parole dans une université. Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Oui, alors après, moi j'entends des choses qui m'ont fait un peu bondir hier. Il y avait un côté, c'est bien fait pour lui. Hier soir, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne peux pas adhérer à même 1% de ce que disait Charlie Kirk. Ça, c'est évident, parce que ce n'est pas mon discours, ce n'est pas ma pensée, etc. Mais nul ne mérite d'être abattu pour ses idées. Je dis bien, nul ne mérite d'être abattu pour ses idées. Mais quand même, Patrick, on oublie la tradition de violence politique des États-Unis. Ça commence avec Abraham Lincoln qui est assassiné. C'est les frères Kennedy assassinés à quelques mois d'avant. C'est Martin Luther King. C'est les attentats sur Ronald Reagan. C'est les attentats sur Trump. Donc ce pays porte en lui la violence, et nous n'avons rien à lui envier, d'ailleurs, nous les Français, parce que nous avons aussi cette culture politique, cette culture de la violence. En politique, on assassine quand même en France. On commence avec Ravaillac et ça continue, ça ne s'arrête jamais. Ouais, mais bon. Non, mais la réalité, c'est très important, en fait, voilà. Bon. Il ne faut pas faire mine de s'en étonner, mais je suis vraiment désolé pour Charlie Kirk. Non, mais je comprends ce que vous dites. Elisabeth Lévy. Non, alors franchement, merci. Je n'ai rien à ajouter sur les États-Unis, sinon quand même qu'il y a un degré de haine, si vous voulez, qui est monté, me semble-t-il, vraiment très haut. C'est-à-dire, ce que je voulais juste dire, c'est que malheureusement, je commence à sentir dans certains propos, si vous voulez, tellement la déshumanisation de l'adversaire politique, de celui qui ne pense pas comme vous. Quand Mélenchon dit facho, enfin quand ses troupes disent facho, ou génocide, je sais pas quoi, c'est vraiment, il vous sort de l'humanité. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, qu'on ne voit pas ailleurs dans l'échiquier politique. Je veux dire, les socialistes ne s'expriment pas comme ça, même les RN ne s'expriment pas comme ça, mais il y a, si vous voulez, cette espèce d'inconscient de la terreur, de la révolution, il faut que les têtes tombent, qui fout les jetons. Ouais, c'est vrai. Alors Charlie Kirk, parce que évidemment il n'est pas forcément très connu ici, c'était un influenceur très très fort quand même aux États-Unis. Alors qui lui il défendait à chaque fois, moi c'est ma famille, je veux voir grandir, bien sûr, je veux voir grandir aussi les enfants, etc. Très proche de Trump. Et donc il a été abattu. Ça nous amène évidemment, vous avez cité le mot de facho, ce qui parfois a été cité hier dans les manifestations, même beaucoup, puisque on a retiré quand il y avait le drapeau français, eh bien certains l'ont sifflé, l'ont arraché, on a vu à Montpellier notamment, et résultat, tous ces gens-là ne sont pas allés manifester. Tiens, il y a justement Pierre au 0826 300 300 de Montèche qui est avec nous, qui voulait aller manifester, je crois. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bon. Eh bien, écoutez, oui, je voulais aller manifester. Et puis, quand j'ai vu, déjà, l'appel de Mélenchon, alors là, c'était pas la peine. Et en plus, moi, j'ai vu dès 6h du matin, sur Toulouse, il y avait des incendies sur la rocade. Donc, dans ces conditions-là, je vais pas manifester. En plus, vous savez, on a un formidable dictateur du chaos, c'est Mélenchon et Macron. Mais ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent la France à ça, quoi. Moi, aller manifester dans ces conditions, non. Donc, du coup, vous avez renoncé, vous n'y êtes pas allé, quoi. Non, je n'y suis pas allé, non. Ouais. Alors, c'est vrai que... Cautionner ce genre de manifestation, non. Oui, c'est ça. Et il y avait beaucoup d'anciens gilets jaunes qui étaient très divisés, partagés. Certains sont allés manifester hier, on en a vu, et d'autres pas, et d'autres qui ne voulaient pas aller avec entre guillemets des casseurs et des gens qui ont exploité. J'entends ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont réagi comme vous, et c'est le meilleur
moyen de tuer un mouvement social, c'est effectivement de le récupérer. C'est exactement ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Après, je suis pas d'accord avec vous sur le constat, Patrick, parce que ça n'a pas tant... Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas tant cassé que ça. Ça n'est pas... ça a quand même cassé. Non, mais ça n'a rien à voir avec... Mais ça n'a... Honnêtement, je pense qu'il y a un côté un peu... Il y a peut-être une petite déception de la part de Bruno Retailleau qui avait annoncé vraiment l'apocalypse. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'acte de sabotage. Je pense que les manifestants se sont plutôt bien tenus. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre ou vous, mais en tous les cas, on a vu il y a eu des endroits, on a vu des manifestants essayer d'empêcher des brûleurs de poubelles. Bon, mais en réalité, c'était pas un mouvement social. Depuis quand un mouvement social, si vous voulez, se présente-t-il? D'abord, c'était ce qu'il voulait faire, c'était quand même pas bloquer. Ceux qui étaient là, pour beaucoup, c'était des jeunes, des lycéens. C'est pour ça que ça a pété devant Hélène Boucher à Paris. C'était qui, franchement, et qui vont nous expliquer. J'en entendais ce matin. J'ai le couteau sous la gorge. Non mais c'est bon là. On ne vit pas dans un enfer social. Il y a des étudiants qui ont le couteau sous la gorge. Je voudrais finir. Il y a toutes sortes de difficultés. Je n'ai pas dit que la vie était facile, mais je commence à en avoir assez. Si vous voulez, aller faire un tour dans n'importe quel pays où il faut traverser 3-4 frontières, je veux dire, et vous allez voir ce que c'est que de vivre dans un enfer social. Françoise, Pierre veut ajouter un mot. Pierre, Oui, mais en fait, si vous voulez, aller manifester pour casser, non. Là, c'est pas possible, quoi. Et là, il y a eu beaucoup. Alors, on dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de casses, mais malheureusement, il y en a eu. Oui, il y a des endroits. C'est vrai. On défilait et on cassait rien. Oui. Il y a des endroits. Notre mauvaise humeur, mais on ne cassait rien. Mais je vous invite. Il y a des endroits, et je vous invite à regarder la vidéo de Christine Bouillot sur le compte Twitter de Sud Radio, où ce sont des gens qui sont venus enlever un certain nombre de choses parce que tout était bloqué pour éviter qu'il y ait davantage de blocage et de casse. 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire un mot sur les drapeaux à Françoise, parce que ça, ce qui me semble intéressant, c'est la sottise de cette gauche. Et là, je suis pas sûr que ça s'arrête à LFI. Je pense que les écolos sont pareils, etc. La sottise de cette gauche qui a abandonné la nation. Si vous voulez, qui a décidé au fur... je suis désolé. On voit bien qu'au fil des années, c'était d'ailleurs, il y avait un papier dans le Point il n'y a pas longtemps qui était intéressant, qu'au fil des années, la nation, pour eux, c'est devenu un truc d'extrême droite. Alors régulièrement, il y a des gens qui disent à gauche, non, il faut pas, mais il n'empêche que c'est quand même ce qu'ils ont fait. Et ce qui m'a frappé, c'est comment ça a infusé dans les jeunes générations, à qui on explique... pas tous, mais... Comment ça a infusé, à qui on explique toute la journée que les identités, c'est super, sauf l'identité française. Rappelez-vous. Non, mais je voudrais répondre à ça, parce que vraiment, écoutez, moi je veux bien que d'un cas particulier on fasse un général. La réalité, c'est que vous parlez de la gauche et vous supposez que ça s'arrête pas à LFI et que c'est les... ça n'est pas la réalité. Écoutez, moi je veux bien... Qu'est-ce qui n'est pas la réalité, mais ça n'est pas la réalité que la gauche piétine le drapeau français. Mais enfin, écoutez... Mais il y a une partie de la gauche qui le fait. Non, mais une partie... Attendez, je vais finir. Une infime... Reposons-nous... J'ai quand même le droit d'avoir une autre analyse. Je vais terminer. Une infime partie, effectivement, d'extrême gauche, etc. Mais la réalité, comme vous le voyez et comme vous allez le voir, si jamais il y a une dissolution, la majorité de la gauche ne fait pas ça. Je ne voudrais pas qu'on fasse passer la minorité activiste pour la majorité. Les élections vont encore le démontrer. J'en ai marre. Qu'on continue à construire l'idée que c'est LFI qui domine la gauche, ça n'est pas vrai. Alors, je ne dis pas que c'est... Alors, je réponds, ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans, ça fait 40 ans que la gauche, dans son ensemble, je veux dire, considère que l'Europe, c'est beaucoup mieux, qu'il faut que la France disparaisse dans l'Europe, que la France moisie, c'était pas LFI, c'était, si vous voulez, les élites bourgeoises, Saint-Germain-des-Prés, tout ça, si vous voulez, toute cette gauche qu'on appelait la gauche caviar à l'époque, c'était un peu bête, mais toute la gauche de Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez, disait que vraiment la France c'était franchouillard. Et pourquoi? Parce que vous aviez le Rassemblement national. Et ça a été vrai dans beaucoup de pays, si vous voulez. Non, donc voilà. Je dis pas qu'ils piétinent le drapeau. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'ils avaient abandonné la nation. Certains, mais vous savez, Ségolène Royal a fait toute sa campagne en 2007 sur la nation, la patrie et le drapeau.
oui, certains hier en tout cas, et alors c'était, vous l'avez dit, gauche en fait radicale ou des manifestants qui n'ont rien à voir finalement avec le mouvement social, ont piétiné, saccagé, sifflé le drapeau français. Certains ont été obligés de le remballer. Bien sûr, on a vu des drapeaux palestiniens partout en fait. Donc voilà, donc il y a une utilisation. Non mais cette gauche-là n'aime pas le drapeau français, ça on peut se mettre d'accord pour ça aujourd'hui. C'est pas facile d'être prof avec vous. Hein. Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Dans un instant, on continue sur Sud Radio. On va revenir sur cette idée de taxe, peut-être. Tiens, alors plus Zuckman, mais pour les riches, mais une autre taxe, on va voir ça. Puis un salarié malade maintenant, pendant ses congés. Vous êtes en congé, en repos, en vacances, boum, vous tombez malade. Eh bien, vous pouvez reporter ce droit des congés par la suite. C'est l'enfer social, là. Alors, vous êtes d'accord, pas d'accord? J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Je suis malade pendant mes vacances, je peux reporter mes congés. On va voir ça dans un instant et vous allez réagir. Avant cela, tiens, Benjamin Glaise, on en parle ce matin. C'est cet élu de LFI, Rodrigo Arenas, pour le nommer, qui propose une nouvelle taxe. Oui, une taxe sur l'ensemble des transactions numériques. Cette contribution universelle, comme il l'appelle, s'appliquerait, il le dit aux Parisiens, aujourd'hui en France, dès que vous allez payer une baguette de pain par carte bancaire, quand vous achetez vos vacances en ligne ou si vous achetez des actions en bourse. Le taux de prélèvement serait dans ce cas-là de 0,5%. Plutôt qu'une taxe, Rodrigo Arenas préfère parler d'une micro-taxe. Elle permettrait tout de même à l'État de récupérer, selon lui, 212 milliards d'euros. Et avec un tel montant, le député LFI propose de remplacer la CSG qui pèse lourdement sur les salaires, les pensions et les allocations sociales. Il a prévu de déposer sa proposition de loi à l'Assemblée d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît être vraiment... Sur les transactions numériques, donc. Oui, sur les transactions numériques, ça me paraît être extrêmement judicieux. Ça paraît frapper au coin du bon sens. Après, je ne sais pas comment on fait un mécano comme cela. Vous voyez, voilà, c'est... Alors moi, j'ai pas réfléchi spécifiquement à celle-là, mais j'aimerais savoir quel est le mot qu'ils ne comprennent pas dans la phrase « Nous sommes déjà l'un des pays les plus taxés du monde ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur échappe? Vous savez quoi? En France, il y a 65% des gens qui touchent plus de l'État que ce qu'il lui donne. Ce qui veut dire qu'on n'arrivera jamais à rien changer là-dessus. Moi, je suis quand même... Rodrigo Arenas, ça, c'est une taxe qui toucherait tout le monde, c'est ça mon problème. Et on parlait tout à l'heure des étudiants. Bien sûr qu'il y a des étudiants qui sont à 1 euro près, qui délayent le shampoing, qui s'achètent plus brosse à dents. Et il y en a de plus en plus, ou de dentifrice, et il y en a de plus en plus au Resto du Cœur, etc. Moi, j'entends ce que dit Rodrigo Arenas. Je pense qu'il faut quand même aller taper les plus hauts revenus et rendre du pouvoir d'achat aux autres. Voilà. Bon, alors, un salarié malade, donc, pendant ses vacances, peut reporter son droit, enfin, il a le droit maintenant de les reporter. Pourquoi? C'est parce que hier, il y a eu une décision de la Cour de cassation qui veut aligner le droit français au droit européen. Je précise au passage que ça existait déjà dans certaines entreprises. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? 0826 300 300 et vous, Elisabeth Lévy, si j'étais taquine, je vous demanderais à vous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est vous le patron. Non. Ici. Non mais je continue. Écoutez, je pense qu'il y a un scandale. C'est que les lycéens et les écoliers doivent aussi bénéficier de cette mesure. Quand ils sont malades pendant leurs vacances, on doit leur enlever un jour d'école parce que vraiment, c'est insupportable. Je dis que nous allons sortir de l'histoire. Est-ce que vous savez ce que ça dit? C'est qu'il y a quelque chose de sacré au-dessus de tout, au-dessus de ce que vous devez à votre entreprise, au-dessus de tout ça. Il y a quelque chose de sacré, c'est les vacances et pas un jour. Donc il y a une justice divine. Si vous n'avez pas de bol et que vous êtes malade, si vous vous cassez la jambe le premier jour de vos vacances au ski, eh bien, toutes vos vacances au ski vous seront... Non mais, on se moque du monde. On est en train de sortir de l'histoire et, si vous voulez, faire et après, on va nous dire que la France est un enfer social, mais cette mesure est d'une aberration. Aberration, c'est le mot d'Elisabeth Lévy. Aberration, pas aberration, non, parce François. que je la comprends d'abord, parce que c'est pas une mesure française, c'est une mesure, c'est pour entrer dans les clous du droit européen. Certaines boîtes le faisaient déjà en Bien France. sûr, moi je comprends, mais ce qui m'ennuie avec Elisabeth, c'est l'idée effectivement que les vacances seraient un droit humain. Mais bien sûr, les vacances c'est un droit humain, et bien sûr que le Front populaire est arrivé, et bien sûr que le Front populaire... c'est pas ce qu'elle a dit. Non, si elle a dit, c'est un droit sacré, un droit, bien sûr que ça fait partie... C'est pas un droit sacré.
sacré. Si, bien sûr que ça fait vacances, partie. c'est pas sacré. Mais si, moi je pense que les vacances sont absolument sacrées. Nous, ça va parce qu'on adore, on fait du bruit avec la bouche dans un micro. Ça s'appelle journaliste ou éditorialiste et c'est pas très, c'est épuisant psychiquement, mais c'est pas très fatigant. Dans le sens, quand vous êtes boulanger, quand vous travaillez en usine, je peux vous assurer que les vacances, c'est sacré. Oui. Et c'est une conquête sociale, dans le bon sens du terme. Mais quand vous tombez malade, c'est ça, c'est pas le droit des vacances qui est remis en Je cause. répondais à Elisabeth parce que j'ai beaucoup de mal à répondre sur. Je répondais à Elisabeth sur le droit sacré. Elle procrastine. Ouais, je procrastine parce que je fais Pour ne pas se prononcer. Voilà, je fais de la prétérition parce que je trouve que dans le moment, je peux entendre cette mesure, mais je pense que dans le moment, elle est complètement à l'ouest, cette mesure. Ah oui, c'est vrai. Là, vous imaginez combien... Julien, 0826 300 300. Julien, en région parisienne, est avec nous. Julien, bonjour. Comment pensez-vous? Bonjour. Moi, je voulais réagir parce que c'est un cas qui m'est arrivé. Moi, je pense qu'il faut séparer les cas de figure en fonction de la gravité de la situation. Par exemple, si j'ai un rhume, un mot de tête, je reste chez moi, je me repose, ça reste quand même reposant, ça reste quand même des vacances. Par contre, si je finis en réanimation, hospitalisé pendant 3 semaines, oui, là, effectivement, ce qu'on peut appeler quelque chose de reposant. Donc voilà, je voulais juste apporter ce point de vue-là, en fait. Oui, c'est vrai, si on est hospitalisé pendant ces vacances, qu'on a un accident, je veux avoir un mot. Oui. Eh bien, si vous voulez, il y a l'idée que la collectivité, et en l'occurrence, c'est pas la collectivité, c'est votre entreprise, doit pallier tous les accidents de la vie, tous les risques. Eh ben oui, vous n'avez pas de chance si vous avez un accident de bagnole en partant en vacances. Je reconnais que c'est tout à fait désastreux, mais c'est pas de la faute de votre employeur. Donc, si vous voulez, il y a un moment où on doit, comment dire, être des adultes. L'État ne peut pas, pallier tous les bobos de la vie. Non, mais là, c'est pas l'État, en l'occurrence. C'est la boîte, c'est pire en ce moment. C'est la boîte, et moi, je comprends que les boîtes... Mais vous savez, les boîtes, elles sont pas obligées de gérer à la schlag. Il y a énormément de boîtes en France, des PME, des PMI, qui gèrent de façon très sociale et très humaine leurs salariés. Et moi, je comprends très bien que si vous avez un accident et que vous êtes hospitalisé pendant 3 semaines, moi je comprends très bien qu'on vous sucre pas vos vacances. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut s'entendre. Alors, mais dans la période, c'est difficile à entendre. Évidemment, ce qui se passe, c'est comme dans tout, quoi. C'est-à-dire, c'est les abus. Voilà, c'est ça. Les moi, c'est le principe. Oui, alors que moi, c'est les abus. Moi, je suis plutôt et sur... je trouve, il faudrait demander à des chefs d'entreprise. Là, je suis sérieux. Non, mais alors, parce qu'en ce moment, je vous assure, pour les PME, c'est dur. Je suis d'accord. Donc, justement, 0826 300 300, ça vous est ouvert. La vérité en face et le grand matin continue dans un instant avec Jean-François Aquili. Il reviendra aussi sur évidemment la suite de Bloc on Tout, mais ce sujet aussi, comme beaucoup d'autres dans l'actualité, vous voulez réagir, vous le savez, c'est à vous le 0826 300 300. Vous réagissez sur tous ces sujets. Vous avez quelque chose à dire sur Charlie Kirk qui a été abattu aux États-Unis. Françoise disait, oui, aux États-Unis, ils ont une forme de, je mets ça entre guillemets, de tradition. La condamné vertement avant quand même. C'est Ludovic qui a gagné le portable DAB+, la radio portable DAB+, FM, et Ludovic Deslandes, 0826. Ce n'est pas encore vous. Encore raté. Parce qu'il a envoyé Sud au 7 20 18. Allez, on continue dans un instant. Restez bien avec nous parce que ça va être encore passionnant, évidemment.